Je vais commencer ma présentation par vous expliquer qu'est-ce que c'est l'ionosphère. Donc, si vous ne connaissez pas. Donc, l'ionosphère, c'est la partie de la haute atmosphère, la partie des particules chargées. Donc, montez un petit peu les micros et mettez-vous plus... Les particules chargées, donc électriquement. Donc, l'ionosphère est formée principalement par le rayonnement ultraviolet du Soleil. Et en fait, ce qui se passe, c'est le rayonnement solaire arrache les électrons des molécules, des atomes, et produisent des particules positivement chargées, des ions, donc il y a des électrons libres. Donc, un paramètre très important de l'ionosphère, c'est la densité électronique, qui varie avec l'altitude, comme vous pouvez voir ici à gauche. Donc, le maximum d'ionisation se trouve vers 250-400 km, dépendant des conditions de jour-nuit, de l'activité solaire, etc. Et en fait, donc, l'ionosphère commence vers 80 km et jusqu'à 800 km. La densité électronique peut être assez importante. Donc, il existe plusieurs instruments pour observer les perturbations de l'ionosphère, le comportement ionosphérique. Mais pour nous, par la détection des catastrophes naturelles, nous utilisons le système GNSS, comme Eric a parlé tout à l'heure. Donc, ce sont les systèmes de positionnement par satellite. Et donc, nous, pour obtenir les paramètres ionosphériques, on utilise les récepteurs bifréquences. Donc là, par délai différentiel, à partir des paramètres de la phase du code pseudo-distance, on peut avoir le paramètre qui s'appelle paramètre ionosphérique, qui s'appelle contenu électronique total, qui est en fait égal à la quantité des électrons entre le récepteur bifréquence qui se situe au sol et le satellite GPS qui se trouve à 20 000 km de l'altitude. Donc, malgré cette grande distance entre le récepteur et le satellite, on considère que les perturbations qu'on observe avec le GNSS se trouvent à l'altitude de vers 300 km. C'est là où le maximum d'ionisation se trouve. Donc, le grand désavantage de cette méthode, qui est en fait très puissante et très largement utilisée en ce moment par la communauté ionosphérique, donc le désavantage, c'est qu'on ne peut pas savoir à quelle altitude exactement se trouvent des perturbations ionosphériques qu'on observe. Donc, c'est pour ça, pour essayer pour pouvoir les tracer, on utilise l'approximation de la couche mince au maximum de l'ionisation. Et le point d'intersection de cette couche mince et de la ligne de visée entre le récepteur et le satellite, c'est le point d'observation, donc on appelle les points ionosphériques. Et après, leur projection vers le sol va être le point sub-ionosphérique. Donc, une autre chose importante à dire ici, c'est que en utilisant les données d'une station GPS GNSS bifréquence, on peut observer l'ionosphère pas seulement au-dessus de la station, mais autour d'elle. Ça dépend de la géométrie de sondage par le GPS. Parce qu'une station unique capte plusieurs satellites. C'est comme ça que se fait le positionnement. Et donc, si on a des stations qui sont placées sur les côtes, donc il est possible de sonder l'ionosphère au-dessus de l'océan, comme par exemple montré ici. Donc, en ce moment, il existe plusieurs réseaux régionaux de stations permanentes GNSS. Donc, il y a des stations, des réseaux mondiaux, il y a des réseaux très denses aux États-Unis, en Europe, au Japon. Comme vous pouvez voir ici, la couverture n'est pas très uniforme, mais quand même, il y a des endroits où on arrive à détecter et d'utiliser les mesures ionosphériques. Donc, la première partie de ma
présentation va être sur la détection des séismes et des tsunamis en utilisant les données ionosphériques. Donc la première question est pourquoi on voit les perturbations cosismiques et co-tsunamiques dans l'ionosphère. Et c'est par les ondes acoustiques qui sont générées par les déplacements verticaux au sol lors d'un séisme. Donc ils se propagent vers l'atmosphère et puis l'ionosphère. Il y a les ondes de surface de relais qui, en propageant, génèrent également les ondes de gravité. Et puis il y a des tsunamis qui se propagent et génèrent des ondes de gravité. Donc la principale différence entre les deux types d'ondes, c'est les fréquences et c'est le temps de propagation. Donc les ondes acoustiques se propagent assez vite dans l'ionosphère. En seulement 8 minutes, ils vont être à l'altitude de l'ionosphère. Ils se propagent verticalement, alors que les ondes de gravité, elles se propagent obliquement. Et leur vitesse verticale, elle est assez petite, donc il faut attendre 45 à 60 minutes pour pouvoir détecter dans l'ionosphère. Donc, en ce qu'on sait maintenant sur la détection ionosphérique des séismes, par exemple, c'est que si un séisme a une magnitude de plus de 6,8, on est quasiment sûr de pouvoir détecter. Et bien sûr, s'il y a des stations GPS, GNSS à côté de l'épicentre d'un séisme, on est quasiment sûr de détecter la réponse. Sauf des cas rares, comme par des raisons inconnues pour l'instant, on ne voit pas de réponse. Donc, dans le champ proche, les perturbations vont avoir la forme qu'on appelle N, la forme N, parce que ça ressemble à la lettre N. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que donc l'amplitude dans l'ionosphère de perturbations cosismiques va dépendre de magnitude du séisme. Donc le plus c'est la magnitude du séisme, le plus important est les perturbations dans l'ionosphère. Et ça, donc cette information a été connue avant le séisme de Tohoku, qui est arrivé le 11 mars 2011 et qui a ouvert une nouvelle ère dans les observations ionosphériques des séismes et qui a permis d'ouvrir la nouvelle direction qu'on appelle la sismologie ionosphérique, c'est-à-dire qu'on essaie d'utiliser les mesures ionosphériques pour des applications sismologiques. Donc le séisme a eu magnitude de 9 et a duré presque 5 minutes et a provoqué des énormes déplacements du sol. Donc là, vous avez juste un modèle sismologique. Donc ils ont utilisé plusieurs données sismologiques, les données d'arrivée du tsunami, pour pouvoir construire cette image. Donc là, on voit que le slip cosismique, donc il a été jusqu'à 60 mètres. Et donc, ce qui est important ici de noter ici, c'est que le déplacement vertical a eu lieu pas à côté de l'épicentre, mais à 150 km à l'est de l'épicentre. Donc, pourquoi je parle de cette région de déplacement vertical? C'est parce que c'est ça qui sert de source pour les perturbations ionosphériques et c'est aussi la source des tsunamis. Donc, en revenant vers l'ionosphère, donc, comme je viens de dire, au Japon, on a un réseau très dense de plus de 1200 récepteurs. Et pendant le séisme de Tohoku, 10 satellites GPS ont été visibles par les stations au sol au Japon. Donc là, je voulais vous juste montrer des séries temporelles de contenu électronique total, mesurées par un des satellites, juste à côté de l'épicentre ici. Donc on voit, ça c'est les nombres de stations, et on voit, ça c'est les débuts de séisme, et 8 minutes plus tard, on commence à avoir les perturbations de contenu électronique total, et puis ça a duré plusieurs heures.
Donc, puis, je voudrais vous montrer une animation. Donc, ici, c'est les cartes géographiques. En couleur, on voit le contenu électronique total et donc le séisme qui a commencé à 5h46 de l'heure universelle. Donc, là, on voit chacun satellite. Quand on voit les images des... Ouais, donc, dès que le séisme a eu lieu, on commence à avoir des grosses perturbations dans l'ionosphère. Dans le champ proche, puis des perturbations qui se propagent plus loin. Donc ça, ce sont plusieurs ondes sismiques, certainement des tsunamis. On peut les distinguer par leur vitesse. Et ces perturbations ont duré plus de 2 heures. Puis, en parlant de la sismologie ionosphérique finalement, donc voici le rappel de ce qui a été le source sismique, donc un modèle qui a été fait 2 ans plus après le séisme. Et donc là, je voudrais vous montrer une image. Donc c'est les mêmes données que je viens de vous montrer avec l'animation, sauf qu'on se concentre, on se focalise sur le champ proche. Donc là, on voit l'épicentre et on voit que 510 secondes après, on voit que la source, en fait, les perturbations commencent à apparaître sur les 2 segments, comme ici. Donc l'avantage ici, c'est que nos mesures ionosphériques ont servi comme miroir, comme caméra, qui ont photographié, disons, donc la source sismique. Et l'avantage, c'est le timing, parce que c'était juste 510 secondes après. Ouais, donc voici la diapositive que j'aime bien montrer, parce que ça s'appelle la sismologie ionosphérique en action. Là, on montre plusieurs modèles sismologiques qui ont été faits 6 heures après le séisme, qui ont montré que le maximum de déplacement vertical a eu lieu le long de l'épicentre. Les modèles qui ont pris en compte plus de données et qui ont montré que le déplacement vertical a été 100 km à l'est de l'épicentre. Puis je vous ai montré 2 segments de maximum de déplacement. Et puis dans l'ionosphère, il est possible de montrer 8 à 9 minutes après le séisme, il est possible de voir la source sismique. Donc tout ça, c'est une bonne illustration de comment ça marche la sismologie ionosphérique. Mais bien sûr, ce n'est pas si simple, parce qu'il faut avoir une certaine géométrie. Il faut que les satellites passent juste au-dessus de la faille sismique, qu'ils captent les ondes acoustiques directes qui viennent de la faille, parce qu'autrement, on détecte les perturbations cosismiques ionosphériques, et de ces perturbations qui se propagent déjà dans l'ionosphère, c'est plus difficile de détecter, d'obtenir l'information sur la faille sismique. Donc, puis, je voudrais vous parler de détection des tsunamis dans les champs loin, parce que tout ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est le champ proche, donc c'est tout ce qui est à côté de la source sismique. Donc, c'est pas les GPS, donc c'est pas le GNSS, c'est une technique qui s'appelle observation de la lumière du ciel nocturne, et glow c'est en anglais. Donc c'est une couche de lumière nocturne qui est générée par plusieurs réactions chimiques dans l'atmosphère, donc c'est récombinaison. Et bien sûr, quand il y a des perturbations qui se propagent, on va les voir par des caméras qui sont basées au sol et qui observent une partie du ciel, excusez-moi, une partie du ciel ici. Donc, des avantages de cette méthode est que ce type d'observation est possible seulement la nuit,
quand il n'y a pas de nuages et la lune, il n'y a pas de lune. Et c'était encore après le séisme de Tohoku de 2011 qu'on a vu l'arrivée des ondes de gravité générées par le tsunami de Tohoku, 5 heures après le séisme. Donc, comme vous voyez juste là. Donc, c'était la première observation des ondes de gravité générées par les tsunamis, par ce type d'instrument. Et depuis, on a observé plusieurs fois. Donc, ça, c'est un autre exemple de séisme après le séisme de Chili en 2015. Donc, ce qu'on connaît maintenant, c'est qu'il est possible de détecter les séismes par les stations GPS au sol. Il est possible de imagerie ionosphérique des propagations de tsunamis si possible, même dans le champ proche, même dans le champ loin. Et donc, on a juste des perspectives à rajouter, que ce serait bien d'avoir une caméra qui va observer la couche Airglow à partir de l'espace et qui va vers le temps quasi réel. Donc, ensuite, je voudrais vous parler de la détection ionosphérique des éruptions volcaniques. Et ça va être fait sur l'exemple d'éruption de Calbuco. C'est un volcan qui se trouve au sud du Chili. Donc, je voudrais juste d'abord vous montrer pourquoi on voit les perturbations co-volcaniques, co-éruptives dans l'ionosphère. Donc, c'est juste un schéma. Donc, quand l'éruption a lieu, s'il y a un bouchon, il y a des ondes de choc qui sont générées. Et puis, lors de l'éruption, par des changements des pressions et de la densité, il y a des ondes d'acoustique et des ondes de gravité qui sont générées et qui se propagent après dans l'ionosphère. Donc, par l'expérience, je peux dire que les perturbations co-volcaniques sont moins importantes que des ondes co-sismiques. Et pour l'instant, il y a des choses inconnues sur la génération des perturbations co-volcaniques qu'on observe. Donc, le volcan Calbuco, qui est entré en éruption après 43 ans de silence, le 22 avril 2015. Donc, il y avait une première éruption à 9h04 de l'heure universelle. Et puis, il y avait une autre éruption, donc c'était nocturne, donc de nuit, qui a provoqué aussi des orages. Donc, on a observé, donc il y avait un satellite qui s'appelle Suomi qui est passé à 5 heures du matin, donc c'est 1 heure après la deuxième éruption, et qui a détecté des ondes, vous pouvez voir ici, concentriques, qui en fait, c'est les ondes de gravité dans la mésosphère, donc c'est vers 50 km de l'altitude. Mais c'est impressionnant comme image. Donc, parlant de perturbations ionosphériques, donc voici ce qu'on a fait. Là, c'est la position du volcan. Il y a plusieurs stations GPS GNSS qui captent GPS et GLONASS aussi. Donc, tout ce qui est rouge, c'est la première éruption. Deuxième éruption, c'est les trajectoires bleues. Donc, plusieurs satellites, comme vous pouvez voir ici. Et donc, ce que nous avons vu, c'est l'exemple de perturbation co-volcanique. Donc, là, donc, c'est la réponse ionosphérique, le contenu électronique total à la première éruption. Donc, ça, c'est l'heure de l'éruption. Et voici, 15 minutes plus tard, on va voir le signal, donc, qui contient deux ondes qu'on peut voir ici. Et la réponse à la deuxième éruption, donc, est présentée ici. Donc, ça, c'est l'heure de l'éruption. Mais par contre, on observe le début de signal 50 minutes après. Donc, pourquoi, on ne sait pas encore. Puis, je voudrais vous montrer une vidéo. Donc, c'est comme pour les séismes, mais ce n'est pas au Japon, donc la couverture est moins bien. Donc, encore,
50 minutes plus tard, on va avoir en couleur ici le début de détection de signal ionosphérique. Donc la perturbation qui se propage après vers le nord. Pas beaucoup de stations pour voir ce qui se passe au sud, mais aussi l'impact du champ magnétique. Donc là, il y a encore troisième perturbation qu'on voit. Donc maintenant, on va vers la volcanologie ionosphérique. C'est un terme qu'on invente. Donc tout d'abord, je reviens vers l'image des ondes de gravité qu'on a vues dans la mésosphère, donc entre 50 et 80 km, et puis ce qu'on voit dans l'ionosphère, donc entre 250 et 400 km. Donc on ne voit pas vraiment les ondes concentriques, mais si on présume que c'est ça avait l'air ça ressemble. Donc, pourquoi pas essayer de localiser la source, l'éruption? Donc, comment on peut faire ça? Donc, on a plusieurs observations des perturbations ionosphériques. Et puis, si on présume qu'on a une onde sphérique qui se propage d'une source ponctuelle qui se situe à l'altitude au-dessus du volcan ou juste à côté, en vitesse constante. Et si on compare notre modèle d'onde sphérique avec des observations réelles, ici on a un bon agrément entre les deux, on va avoir un point de détection de volcans. Donc là, c'est juste quelques exemples. Donc, on a utilisé trois paires de récepteurs satellites, 3 ou 4, pour essayer de détecter la source volcanique. Donc là, c'est les coordonnées de volcans. Et là, c'est ce qu'on a calculé à partir de l'ionosphère, ainsi qu'on a pu calculer l'heure de début de l'éruption, l'altitude et la vitesse de propagation de perturbations. Et puis, le même tableau, pas les mêmes résultats, bien sûr, pour la deuxième éruption. Donc, on va mieux sur les cartes. Quand on a essayé de localiser l'éruption de l'ionosphère. Donc, pour la première éruption, on a la source qui est juste à côté de la position du volcan. Et puis la deuxième éruption, où la source est localisée un peu plus loin. Donc, pour être honnête, je n'ai pas été très contente par ces résultats. Je voulais mieux. Mais après, j'ai regardé, parce que les résultats des stations infrasons, parce qu'il est possible aussi de localiser la source. C'est pareil, il y a une éruption, il y a plusieurs stations infrasons. Et après, par l'inversion, par les mêmes principes, il est possible de localiser la source. Donc, si on fait un zoom, donc là, c'est la position de volcan, et là, c'est la position de la source. Et ça, c'est pour la deuxième éruption. Donc, ça veut dire que les méthodes ionosphériques marchent. Puis, il est important de dire que, bien sûr, pour les éruptions, notre approximation, elle n'est pas très correcte parce que ce n'est pas la source ponctuelle, parce qu'il y a l'influence, l'impact de l'atmosphère, des vents qui peuvent, bien sûr, jouer sur nos méthodes. C'est la même chose pour les méthodes infrasons. C'est les vents atmosphériques qui jouent et qui déplacent la source, éventuellement. Donc, puis, on a pu estimer l'heure de l'éruption, donc en utilisant cette formule. Et ce qu'on a eu, donc voici. Donc, on a le temps d'éruption
qui est estimé à partir des méthodes sismologiques, à partir des méthodes infrasoniques et à partir de l'ionosphère, qui est pas mal pour la première éruption. Et puis, pour la deuxième éruption, c'est pas du tout bien, parce que on pense que c'est lié au fait que dans l'ionosphère, on a commencé à avoir le signal 50 minutes après l'éruption, donc c'est ça a certainement joué sur les résultats de nos méthodes. Donc voici les conclusions, les perspectives. Donc ce que j'ai essayé de montrer, c'est que les données ionosphériques peuvent être utilisées pour la détection des séismes, des tsunamis, des éruptions volcaniques. On peut les utiliser, les données, pour la détection des séismes, des éruptions volcaniques aussi, ce qui peut être utile dans les endroits où il n'y a pas de sismomètre, par exemple, mais il y a des stations GPS au sol. Donc, pour nous, des perspectives, c'est d'essayer d'aller plus loin vers la sismologie ionosphérique, d'essayer d'estimer des paramètres de la faille sismique à partir des données ionosphériques, ce qui, en tant qu'asériel, peut servir pour des systèmes d'alerte de tsunami. Et puis, bien sûr, en ce qui concerne l'imagerie du tsunami avec Glow, notre projet ONOGLOW pour envoyer un petit satellite, nanosatellite dans l'espace qui va pouvoir mesurer, imager des tsunamis. Donc voici, je remercie mes co-auteurs, donc c'est de l'IPG de Joisure à l'ENS, et merci de votre attention. Bien. Des questions? Oui. Alors, oui. Bon, on va commencer par Jean Salençon, donc de ce côté-ci. Oui, merci, Monsieur le Président. Juste une demande d'information qui s'adresse aussi bien à vous qu'au professeur Calais. Dans les cartes que vous présentez au tout début concernant les récepteurs, les stations GPS, GNSS, on s'aperçoit que la Chine est très absente. Alors, est-ce que c'est réel ou est-ce que simplement vous n'avez pas les données et qu'ils ne vous les communiquent pas? C'est pas réel. Ils ont tout simplement... en n'étant pas... comment dire en fait, c'est une information qui est pas publique. Donc, il faut être chinois pour avoir l'information. Et même, ils n'ont pas le droit de partager cette information. Oui, de ce côté-ci, madame. Miora Mandea du CNES. Donc, merci pour cette présentation qui montre clairement que l'ionosphère est sensible à tout ce qui est perturbation de la Terre solide. Mais l'ionosphère est aussi très sensible à tout ce qui se passe au Soleil. Et donc, il y a aussi des signatures, par exemple, des orages magnétiques. Oui. Donc, si les deux phénomènes, donc il y a un phénomène qui est lié à des déformations de la lithosphère et puis il y a un phénomène qui est lié à l'activité solaire, se passe à peu près en même temps, comment est-il possible de faire la séparation de sources et des signatures? Oui. Donc, c'est une très bonne question et c'est vrai que les orages magnétiques, c'est la source peut-être la plus performante des perturbations dans l'ionosphère. Mais tout ce qui est des perturbations solaires géomagnétiques dans l'ionosphère sont plutôt globales. Alors que pour des tsunamis, des séismes, des éruptions volcaniques, c'est très localisé. Et c'est localisé à côté de la source. Donc c'est comme ça qu'on distingue. Et c'est aussi l'échelle de perturbation, parce que voilà, c'est global, donc ça veut dire que c'est au niveau global, mais c'est aussi ces perturbations qui sont de plus longue période, alors qu'ici c'est vraiment des petites perturbations qu'on voit. Marie-Lise Chanin, de ce côté-ci. Les émissions du ciel nocturne sont perturbées en permanence par des ondes de gravité, et bon, d'origine solaire, cela vient d'être dit, mais aussi d'origine météorologique. Tout gradient de vent brutal, tout changement, orage atmosphérique, etc., produit des ondes de gravité et locales. Donc à ce moment-là, comment distinguer effectivement celles qui sont dues aux éruptions? Je ne le vois pas du tout comme phénomène de prévision d'éruption.
Oui, en fait, je n'ai pas parlé des prévisions. En fait, c'est pour l'instant, en fait, on est capable de détecter que les ondes de gravité liées au tsunami. Donc, et après, si on voit avec des modèles de propagation des ondes de tsunami, on peut voir la propagation et il y a des ondes de gravité qui suivent. C'est juste comme ça qu'on est capable vraiment de dire, voilà, parce que ça se propage après le tsunami. Donc c'est le seul moyen de prouver que les ondes qu'on observe sont liées au tsunami. Je vais me donner la parole. Comment vous avez fait pour ce film qu'on a vu, qui est très beau, où on voit les ondes se propager? Comment est-ce qu'on construit l'image pour ce film? Techniquement, on dispose de tous les... où sont les capteurs? C'est-à-dire, comment est-ce que l'image est formée à partir on a des signaux un peu partout pour arriver à faire quelque chose de spatial? C'est le film... Oui, je vois. C'est celui-ci. Voilà. Donc on dispose de points de mesure oui. Oui. Donc on a des stations qui sont localisées au sol. Donc il y a plus de 1200 stations GPS. Donc puis il y a plusieurs satellites. Donc en fait les satellites, on peut voir ça c'est un satellite, ça c'est un autre satellite. Donc il y a plusieurs qui sont là. Donc puis chaque point c'est point à la hauteur de l'ionosphère entre le récepteur et un satellite. Je n'ai pas entendu votre question. Pour les stations. Ah oui. Voilà, c'était juste la question. J'ai bien compris la question. Je pense qu'on voit bien le semis des stations et leur nombre élevé et on comprend la densité du film. C'était la question de Sébastien Candel. Et il faut avoir des satellites aussi, justement, à ce moment-là. Mais oui, en fait, c'est ce que j'ai dit, que en fait, c'est bien montré sur cet exemple, mais après, c'est vrai qu'une autre méthode, ça dépend de la géométrie de sondage. S'il n'y a pas de satellite qui détecte, qui passe juste au-dessus de la faille sismique, c'est plus difficile, beaucoup plus difficile.